Hello! Donc là, on va essayer de répondre à une question, c'est est-ce qu'il est nécessaire d'avoir un conseiller en gestion de patrimoine lorsqu'on fait partie de la classe moyenne supérieure? Alors, mon idée, c'est pas de définir la classe moyenne supérieure, puisque les définitions, évidemment, sont biaisées en France, puisqu'on considère un niveau de revenu plutôt qu'un niveau de reste à vivre. Et évidemment, moi, je considère une personne qui est dans la classe moyenne supérieure, quelqu'un qui est capable, en tout cas chaque mois, d'économiser entre 1005 et 2000 euros. Allez, même on peut aller plus bas, entre 1000 et 2000 euros, quelqu'un qui est capable d'économiser ça chaque mois, il est de la classe moyenne supérieure, et ça, il n'y a pas de souci. Pourquoi je dis ça? Parce que définir par rapport à un niveau de revenu, ça n'a aucun sens. Gagner 4000 euros à Paris et gagner 4000 euros à Marseille, étant donné le coût de la vie à Paris, ce n'est pas pareil. Gagner 4000 euros avec 4 enfants à charge et gagner 4000 euros avec aucun enfant à charge, de la même façon, ce n'est pas pareil. Donc maintenant qu'on s'est dit ça, la question c'est est-ce qu'il est intéressant de prendre un conseiller en gestion de patrimoine lorsqu'on est parmi ces personnes qui sont capables d'économiser chaque mois, aller entre 1000 et 2000 euros. Économiser et investir, bien évidemment. C'est une question intéressante, mais la première question qu'il faut se poser, c'est pourquoi vous auriez besoin d'un conseiller en gestion de patrimoine? Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas les connaissances, ou est-ce que c'est parce qu'il peut vous orienter vers des deals intéressants auxquels vous n'avez pas accès? Ça, c'est la première question que vous devez vous poser. Parce que si vous avez des connaissances, ce sera certainement la deuxième raison pour laquelle vous allez vous orienter vers un conseiller en gestion de patrimoine. C'est parce que lui aura potentiellement des deals auxquels vous n'avez pas accès. Mais si c'est la première raison, ne faites surtout pas ça. Pourquoi? Simplement, avant d'investir, vous devez avoir des connaissances fondamentales, que ce soit en investissement ou en fiscalité. Et ça, pour moi, c'est la base. Et aller voir un conseiller en gestion de patrimoine sans avoir la moindre connaissance, que ce soit dans le domaine financier, dans l'investissement ou dans la fiscalité, c'est le meilleur moyen de se faire arnaquer par le conseiller en gestion de patrimoine. Maintenant, quand vous êtes dans le deuxième cas, vous allez dire « oui, mais moi, j'ai pas le temps de gérer mes investissements ». Non. Vous croyez que le conseiller en gestion de patrimoine aura le temps de gérer vos investissements s'il a des tonnes de clients de la meilleure façon qui suivent? C'est une autre question que vous devez vous poser. Et par ailleurs, et là c'est pas pour critiquer les CGP, la majorité des CGP ont seulement 4 produits phares, voire 5 à vous proposer, c'est toujours les mêmes produits. Donc c'était l'investissement immobilier défiscalisé en Pinel. Bientôt ils ne pourront plus le proposer, donc ça ne va plus être dans leur proposition. Mais ça, encore une fois, Pinel, c'est juste vous achetez un logement neuf et vous pouvez profiter du dispositif Pinel, c'est un deal entre vous et l'État. Vous n'avez pas besoin d'un conseiller en gestion de patrimoine pour faire un investissement en Pinel. Sachant que lui, il va toucher peut-être 15-20 000 dans l'affaire, et donc vous allez payer 15-20 000 euros trop cher. Donc le Pinel, après le Pinel, il y en a des biens comme il y en a des mauvais. Ça, c'est toujours qu'une question de chiffres. À vous de calculer les chiffres, et c'est pour ça que vous devez acquérir des connaissances, évidemment, en investissement. Mais là, ce n'est que des maths, d'accord? Ce n'est que des maths. Combien vous allez engranger sur telle année, et combien vous allez dépenser. Vous faites le ratio des deux, et puis vous voyez ce que vous allez gagner. Donc ça, pour moi, vous n'avez pas besoin d'un conseiller en gestion de patrimoine pour faire ça. Le deuxième produit phare qu'ils aiment vous proposer, c'est l'assurance vie, d'accord? Pareil, parmi les assurances vie, lui, qu'est-ce qu'il va vous proposer dans la plupart des cas? Des produits où lui, il est payé avec une rétrocommission. Donc, est-ce qu'il s'intéresse plutôt à ce que vous fassiez un bon deal, ou est-ce qu'il s'intéresse à recevoir sa rétrocommission? Qu'est-ce qu'il va vous vendre dans l'assurance vie? L'avantage fiscal. C'est vrai qu'au bout de 8 ans de détention, évidemment avant un certain âge, vous n'allez pas avoir d'impôt entre guillemets sur le revenu à payer, mais attention, il y aura toujours les prélèvements sociaux de 17,2%. Ça, il se cache de vous le dire la plupart du temps, d'accord? Donc ça, vous aurez toujours les prélèvements sociaux. Ensuite, effectivement, ils vont vous dire pour la succession, il y a un abattement supplémentaire, ce qui est vrai. Mais est-ce que vous
Et évidemment, vous aurez besoin de cet abattement supplémentaire. C'est la question que vous devez vous poser avant de rentrer dans une assurance vie. Ensuite, l'assurance vie qui va vous proposer, vous devez regarder les frais. Souvent, il y a des frais élevés. Et puis, il faut savoir les produits que propose l'assureur. Évidemment, ils vont dire on peut tout loger dans une assurance vie, ce qui est vrai et faux. Vous pouvez tout loger parmi les produits que propose l'assureur. Et donc, s'il n'y a que des produits foireux, vous allez faire des investissements foireux. Il vous propose rarement d'ouvrir un PEA, et pourtant, moi je conseille de le faire, puisque au bout de 5 ans de détention, évidemment, vous êtes exonéré d'impôts, évidemment sur les plus-values, mais évidemment, comme partout, vous aurez les prélèvements sociaux. Sachant qu'un PEA, vous pouvez déposer jusqu'à 150 000 euros. Ça ne veut pas dire que la valeur de votre PEA elle est capée à 150 000 euros. Si vous faites des plus-values, vous faites des plus-values, mais vous pouvez déposer déjà jusqu'à 150 000 euros. Ensuite, pour l'assurance vie, évidemment, on vous dit des abattements supplémentaires en cas de succession, etc. Mais vous pouvez préparer des donations tous les 15 ans à vos enfants. Vous avez le droit de donner tous les 15 ans 100 000 euros à vos enfants. Donc, quand vous arrivez à un âge avancé, je ne sais pas, par exemple à 50 ans, vous pouvez donner 100 000 euros à vos enfants sans que eux, ils payent évidemment des frais dessus. Donc ça, vous pouvez le faire, mais ça, ils ne vont pas vous l'expliquer. Donc, avant d'aller dans une assurance vie, assurez-vous des frais et des produits proposés par l'assureur. C'est tout ce que je dis. Je ne dis pas que c'est mauvais une assurance vie, loin de là. Il y a des avantages fiscaux, il y a des avantages au niveau de la succession. Et voilà, vous devez savoir. Il ne vous parle jamais du compte titre, également, qui vous permet évidemment d'acheter des actions, notamment à l'étranger, actions américaines, japonaises si vous voulez acheter des actions japonaises, etc. Le compte titre, l'avantage du compte titre, c'est que évidemment, lorsque vous décédez, vos successeurs récupèrent la valeur de votre compte titre, évidemment, active, c'est-à-dire que on ne va pas prendre les plus-values dessus. C'est-à-dire, imaginons que sur votre compte titre, vous avez, il y a 400 000 euros, donc 200 000 euros de plus-value. On considère que le successeur récupère à 400 000 euros sans payer d'impôt sur la plus-value. Attention, j'ai dit pas payer d'impôt sur la plus-value. D'accord ? Donc c'est juste ça. Par contre, évidemment, quand vous récupérez un patrimoine, évidemment, peu importe ce qu'il vaut, vous avez des frais de succession, il faudra les payer. D'accord ? Donc voilà, ça c'était le deuxième produit que le conseiller en gestion de patrimoine aime proposer. Il le propose tout le temps. Attention, est-ce qu'il pense à sa rétrocommission ou est-ce qu'il pense à vous faire un bon deal ? C'est à vous d'y réfléchir. Troisième produit, c'est le plan d'épargne retraite. Bon, ça pour moi c'est le truc à ne pas faire. D'accord ? Votre argent est bloqué jusqu'à la retraite, sauf cas exceptionnel, vous pouvez débloquer. Ça, pourquoi moi je les conseille ? Parce que je pense que l'âge de la retraite va faire que de reculer et qu'on n'aura potentiellement pas de retraite. Donc je ne vois pas l'intérêt de bloquer son argent aussi longtemps sur des supports où on ne sait pas ce que va faire l'État. Donc voilà, ça c'est un des trucs où je vous dis sincèrement, plan d'épargne retraite, moi là par contre je peux le dire, je pense que c'est de la merde. Voilà, dit comme ça, c'est clair, je trouve ça complètement inintéressant. Le quatrième, c'est les SCPI. Pareil, les SCPI, est-ce que vous avez besoin d'un intermédiaire pour souscrire à une SCPI ? Bien sûr que non. Il y en a qui aiment bien les SCPI, d'autres qui n'aiment pas. Donc souvent, n'oubliez pas qu'il y a des frais d'entrée qui peuvent être de 10%. Donc ça veut dire, si vous mettez 10 000 euros, sachez qu'il n'y aura que 9 000 euros qui seront investis. Ensuite, la fiscalité des SCPI. Est-ce que le conseiller en gestion de patrimoine vous en parle ? Ça, c'est la question que vous devez vous poser. Donc, intéressez-vous à la fiscalité des SCPI. Bon, c'est lié à la fiscalité immobilière en France, donc il n'y a rien de compliqué. Si vous la connaissez, vous savez ce qu'il y a à avoir. Et après, il y a le rendement. D'accord ? Souvent, on vous vend des rendements à 4, peut-être % brut ou 5% brut. Attention, quand vous mettez les frais de gestion, quand vous mettez la fiscalité, c'est combien net ? Ça aussi, vous devez vous poser cette question. Et après, vous devez regarder ce qui vous reste vraiment
en prenant en compte l'inflation, est-ce que vraiment c'est intéressant? Et ça, vous allez le voir sur les années. Et ensuite, il y a la liquidité des parts de SCPI. Est-ce que c'est liquide ou pas? Est-ce que je peux les revendre facilement? Et est-ce que je vais les revendre à un bon prix ou à un prix supérieur? Donc voilà, c'est des questions que vous devez vous poser. Lui, le conseiller en gestion de patrimoine, sachez que vous fassiez un bon deal ou un mauvais deal, il a pris sa commission. Alors vous allez me dire, bah, il tient à sa réputation. Oui, mais le fait que vous fassiez des mauvais deals, vous vous en rendez compte peut-être 5, 8, 10 ans plus tard. Donc sa réputation, elle ne sera pas entachée. Donc ça, vous devez faire attention. Donc moi, pour moi, le meilleur conseil, c'est que vous appreniez à investir, que vous augmentiez vos connaissances, que ce soit en investissement ou en fiscalité, en fonction du type de support, et puis que vous y allez en connaissance de cause, mais personne de mieux que vous peut gérer votre argent. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je vous souhaite une bonne journée. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. À bientôt.